Le mois dernier, je vous ai présenté mon potager sans travail du sol. C'est cette petite surface au-dessus de ma cuve de récupération d'eau de pluie. Les autres terrasses ne sont pas encore prêtes car je dois encore travailler sur les retenues de terre avec la technique des rondas. Et pour finir cette retenue de terre, je dois aussi, avant, isoler le bassin des truites. Ah, les travaux. Juste une petite parenthèse pour ceux qui voudraient se lancer dans ce vaste chantier qui est la recherche de plus d'autonomie. Il y a une grande probabilité que vous deviez mener plusieurs chantiers de front. Comme ici par exemple où je crée mes terrasses tout en pensant à l'installation des truites. Ça peut vite devenir un joli sac de nœuds si on ne prend pas le temps de s'organiser un minimum. Je martèle à mes élèves de l'université l'idée qu'il faut faire un plan de son potager avant de commencer les travaux. Beaucoup n'aiment pas cette idée de devoir passer par l'étape du plan avant de mettre les mains dans la terre. Ils considèrent que c'est une perte de temps. Pourtant, je peux vous dire que c'est tout le contraire. J'ai commencé à modéliser mon terrain et les différents projets pour justement m'aider à mieux visualiser l'imbrication des chantiers les uns vis-à-vis des autres. Après, vous appelez ça comme vous voulez, hein. Moi je dis que c'est un plan, les permaculteurs vont dire plutôt que c'est un design. Je ferme la parenthèse. Nous voilà début juin et le potager devrait ressembler à quelque chose d'un peu plus exubérant que ça. Je dois bien admettre que pour le moment, je ne suis pas dans la configuration du potager où tout pousse. Mes légumes ont faim, ou peut-être ils luttent. En vrai, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont comme problème, je fais des suppositions. Celle que je retiens, c'est la faim d'azote, au vu des feuilles jaunes sur quelques-uns de mes plants. Mais il n'y a pas que ça. On voit clairement des zones où la végétation est vraiment moins développée, voire inexistante. Là, franchement, je ne sais pas quoi en dire. Après, il faut aussi se remettre dans le contexte. Ce potager est en place depuis quelques mois et il est posé sur 50 cm de terre au-dessus d'une cuve béton. Ce qui me vaut quelques commentaires du genre « c'est un potager hors sol ». Je peux comprendre cette vision, mais je ne la partage pas du tout. Je vais en profiter pour vous partager ma vision et vous expliquer pourquoi ce potager n'est pas hors sol. Pour moi, du hors sol, c'est par exemple une tomate sous serre qui pousse dans une laine minérale nourrie par une solution chimique faite industriellement. En gros, tous les paramètres sont contrôlés. Un pot de fleurs dans votre maison, c'est encore du hors sol pour moi. On commence à quitter le hors sol avec, par exemple, mes jardinières Wicking Bed sur ma terrasse. Bien que le volume de terre soit totalement déconnecté du sol naturel, je ne considère plus que l'on est hors sol, car ces jardinières abritent beaucoup de vie. Vie que j'ai implantée lors du remplissage, certes, mais aussi vie qui arrive de l'extérieur, comme les insectes qui peuvent venir s'installer dans ce substrat reconstitué très riche. Je vois même des vers autour de mes jardinières. Les vers de terre, par temps humide, se déplacent pour coloniser de nouveaux endroits. Je considère que mes jardinières sont en relation avec l'extérieur, certes, pas par le sol, mais par l'air, par l'eau, du ciel et par les éléments qui l'entourent. Alors vous imaginez bien que mon potager posé sur une cuve, je ne le considère pas du tout comme hors sol. Certes, la vie va avoir du mal à coloniser le sol par le dessous, mais cette terre qui recouvre la cuve est en relation avec tout le reste du sol, par les côtés, par le dessus. Bref, la biodiversité a la possibilité de s'installer et de proliférer. Reste cependant à inviter cette biodiversité à s'installer. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je vous ai présenté mon potager sur compost, certains y ont vu une méthode non viable. Partant du principe que le compost, les plateformes de compostage, est trop mûr pour apporter de la nourriture à la vie du sol. Alors je suis d'accord avec cette idée. Il suffit de regarder le compost à nu pour réaliser qu'il n'y a pas beaucoup de vie dedans. Dans mon idée de ce potager sur compost, le compost est juste un support de culture. Enfin, juste un support, c'est un peu restrictif, hein. C'est quand même un petit peu plus que ça. Mais je l'utilise dans cet objectif. Je n'ai jamais dit que je n'allais pas couvrir ce compost, et on en arrive enfin à ma stratégie pour rendre mon sol fertile avec les paillages. Je n'ai pas couvert ce potager sur compost jusqu'à présent car je voulais voir ce que j'arrivais à faire pousser dessus. On voit ici que le résultat n'est pas complètement nul. Les pois poussent très bien, les carottes, après un petit moment d'hésitation, ont fini par se lancer, les oignons suivent le même chemin. Dans mes conditions de sol très difficiles, le compost est une solution à explorer.
Alors comment attirer la vie et favoriser son installation tout en essayant de donner un coup de pouce à ces légumes qui semblent avoir faim? Je ne vois que l'utilisation du paillage pour répondre à tous ces problèmes. Seulement, ce n'est pas en étalant une balle de foin que je pourrai atteindre mon objectif. Non pas que le foin soit un mauvais paillage, bien au contraire, mais sous sa forme brute, c'est-à-dire en balle ou en boule, les fibres longues nécessitent une épaisseur importante pour couvrir hermétiquement le sol. Alors quand je dis hermétiquement, je ne cherche pas à empêcher l'air de passer, c'est une image. Je veux juste un paillage suffisamment dense pour bloquer tous les rayons lumineux et empêcher l'humidité de s'évaporer. Je cherche à faire un paillage qui forme une sorte de croûte, une croûte protectrice du sol et de la vie. Pour faire cette croûte et donner à manger au sol et aux plantes, je teste différents paillages. Pour faire un bon paillage, selon moi, alors j'ai pas de source comme référence, j'y vais un peu à l'intuition, je cherche à faire un mélange proche de celui qu'il faudrait faire pour un bon compost, c'est-à-dire avec des déchets secs et des déchets humides, avec un rapport carbone-azote autour de 30. Alors je ne vais pas m'amuser à peser les constituants de mon paillage, j'y vais au jugé. Pour les déchets secs, j'ai à ma disposition soit de la paille, soit du foin. Mais comme je veux un paillage fin, il faut que je puisse passer tous les éléments au broyeur à végétaux. Autant la paille est assez facile à broyer, autant le foin est plus difficile car il fait bourrer mon broyeur. Côté déchets humides, c'est là que c'est le plus difficile dans ma situation. J'ai pas de pelouse à tondre. Du coup, il faut que je produise de la biomasse. Je vois plusieurs pistes. Dans un premier temps, ce sont les pois et les haricots qui serviront de matière fraîche. En plus, ça va me permettre de vérifier si ces plantes fixatrices d'azote présentent un avantage à être broyées pour retourner au potager. Je vois aussi l'artichaut comme source de biomasse fraîche. Les artichauts se développent plutôt bien sur mon terrain et ils passent aussi très bien au broyeur à végétaux. Et finalement, je vais aussi cultiver de la bourrache qui pousse très bien ainsi que de la consoude. Pour une faible partie, il y a aussi mon kiwi que je dois tailler régulièrement, tellement il prend vite du volume. Les longues tiges encore tendres passent très bien au broyeur. Maintenant, j'ai aussi une nouvelle ressource pour le paillage, c'est le vieux substrat des champignons. Je ne sais pas encore comment le considérer car c'est un déchet mouillé, mais très riche en carbone. Comme vous pouvez le voir sur les images, cette récolte n'est pas terrible. J'ai eu de la chance pour mes premiers essais. C'était sans compter sur la contamination du substrat. On voit bien sur les sacs la lutte entre le mycélium de pleurote et une moisissure, je pense. Certes, la récolte ne sera pas bonne, mais pour autant, tout n'est pas perdu. La paille retourne au jardin. C'est ce substrat humide que j'ai mis dans mes pots pour les pailler qui m'a orienté, car il formait une croûte. Au début, j'ai imaginé que c'était le mycélium séché. Mais non, c'est simplement le fait de faire tremper la paille et de l'étaler qui finit par faire une croûte en séchant. Du coup, je cherche à reproduire ce paillage pour couvrir tout le potager. Déjà, je peux constater que cette croûte bloque bien l'évaporation de l'humidité et il y a un petit peu de vie en dessous. Certes, je ne vois pas encore les vers, mais je pense qu'il faudra patienter encore pour les voir arriver. Cet automne, si je n'en vois pas encore, je ferai un essai d'ensemencement, comme je peux le faire dans mes jardinières Wicking Bed. J'ai une usine à verre qui tourne bien maintenant, avec le bac que j'avais rempli de feuilles l'automne dernier. Cette usine à verre, qui peut être aussi simplement un bac à compost, est un peu la nurserie de la fertilité. Dans ce substrat favorable, la vie pourra très rapidement se développer et c'est sûrement un point de propagation pour coloniser le reste de votre jardin. À côté de cette recherche de paillage, je m'amuse avec les seaux de nos toilettes sèches. Une fois par semaine, je cherche où je vais pouvoir déposer cette offrande. Si ce pied d'artichaut est plus grand que moi, c'est pas pour rien. Il a pris quelques litres de ce précieux mélange à son pied cet hiver. Pareil pour le plaque minier, qui finalement pousse trop vite. Il faut faire attention car ses branches sont cassantes. Il va falloir que je lui donne un coup de main et de sécateur car il plie déjà. J'ai aussi fait quelques tests dans le potager au pied notamment de cette pastèque. Alors je ne sais pas si c'est le froid ou le seau, mais quelques feuilles à la base ont grillé juste après avoir vidé le seau à son pied. Mais il est reparti de plus belle.
Pareil pour le melon, qui était tout jaune, car clairement dans une zone peu favorable. J'ai mis un peu du contenu du seau et paillé par-dessus, et il a repris de la couleur. Peut-être que vous n'avez pas encore bien saisi l'idée que j'essaie de vous partager au travers de ma stratégie paillage. Ce que je cherche à vous dire, c'est que contrairement à mon potager de Normandie, où j'avais suffisamment de biomasse fraîche pour amender et pailler, ici je vais devoir intégrer la production de cette matière fraîche dans le plan ou le design de mon autonomie au jardin. Je dois produire beaucoup de biomasse compatible avec mon broyeur dans un premier temps pour couvrir toutes les zones nouvellement créées. Il va sans dire que les nouvelles terrasses ne se font pas sans mouvements de sol un peu brutaux. La mini-pelle et les engins en général détruisent le sol. Il va falloir redoubler de soins et d'attention pour panser les blessures infligées au sol. Ah oui, si l'autonomie vous intéresse, il y a le festival de l'autonomie au jardin. Il y a plus d'une trentaine de conférenciers sur le sujet. Inévitablement, vous risquez d'apprendre quelque chose. Je vous mets le lien sous la vidéo. À bientôt!